Mais on est ravis d'accueillir la CCI France-Japon, notamment son directeur général Nicolas Bonardel. Nous étions avec Pavel Chinsky au Japon en septembre 2018 où nous avons rencontré Nicolas, nous avons rencontré une partie de ses équipes, une partie des membres du conseil d'administration. C'était extrêmement intéressant et on s'était dit qu'aujourd'hui, il serait intéressant de voir la façon dont le Covid a été traité au Japon et ce qu'ont fait la Chambre japonaise. Juste pour commencer en 2 mots pour la Russie, nous sommes toujours en période de confinement. On a 6 semaines de décalage par rapport à la France. Si tout va bien, le confinement devrait prendre fin vers le 15 juin. Nous sommes en confinement depuis le 28 mars, donc c'est un petit peu long. Nous avons eu les mêmes effets qu'en France, c'est-à-dire que, bien évidemment, tous les magasins ont été fermés. Il y a une hausse de chômage qui a été extrêmement forte. Les PME ont beaucoup souffert parce que tout d'un coup, elles se sont retrouvées, pour un certain nombre d'entre elles, avec peu de chiffre d'affaires, voire zéro pour certaines. Donc, des gros problèmes de cash. La situation en Russie est plutôt bien traitée dans le sens où le nombre de personnes pour l'instant traitées est un peu identique à celui de la France, mais il y a beaucoup moins de morts qui s'expliquent d'une part par la taille du pays, parce que évidemment il est plus difficile de propager un virus dans un même pays dont le premier village est à 2000 km du sien, que lorsqu'on est en France où on est à côté les uns des autres. Évidemment, la situation est beaucoup plus critique à Moscou où il y a 20 millions d'habitants, mais la situation est plutôt sous contrôle à l'heure actuelle. Juste avant de passer la parole à Nicolas, je voudrais présenter Lydia Soutourmina qui est avec nous ici. Lydia est donc la directrice des événements à la Chambre et elle reçoit toutes les questions des internautes. Donc, Lydia, après nos présentations, modérera la réunion avec les questions qu'elle reçoit. Voilà. Mais c'était un rapide aperçu de ce qui se passait en Russie. On rentrera plus en détail après. Mais Nicolas, une fois encore, je suis absolument ravi de t'accueillir et de te revoir, même si c'est par Zoom. La prochaine fois, j'espère que tu viendras en Russie ou que nous retournerons au Japon. Mais la parole est à toi et merci de nous avoir rejoints avec les membres de ton conseil d'administration et ton équipe. Merci, merci Emmanuel, merci à la Chambre de commerce et industrie française en Russie, donc à Lydia et toute l'équipe pour cette première. On est ravis, voilà, on a eu le plaisir déjà de venir en Russie à Vladivostok sur le forum économique Eastern du Grand Est et voilà, donc on est ravis d'avoir ce moment de partage, d'échange avec vos adhérents et voilà, donc bon, je vais juste les présenter et leur laisser la parole parce que ils ont des vues beaucoup plus pointues sur ce qui se passe au Japon, ce qui s'est passé et puis les prédictions qu'on peut en donner. Donc, je vais les présenter. Donc, il y a Jean-François Bachelard, qui est donc le président d'EDAP Technomed Japan, donc qui connaît très très bien la Russie. Il y s'y rend régulièrement et donc il pourra tout à fait faire un comparatif entre la situation au Japon et en Russie. Il y a Bernard Delmas, donc qui est l'ancien président de la Chambre de commerce française au Japon, administrateur, voilà, qui a une très longue expérience du Japon et là aussi donc il pourra vous donner donc son témoignage et peut-être plus spécifiquement dans le domaine automobile qu'il connaît par cœur. Et puis Ophélia Aglas, donc qui est la directrice du pôle développement des affaires, pourra vous donner aussi un point de vue peut-être plus macroéconomique sur ce qui se passe au niveau des affaires et puis ce que fait la Chambre de commerce pour les entreprises de France dans cette période effectivement de transformation. Donc peut-être juste en introduction, bon, la Chambre du Japon et ses adhérents, effectivement, et ce qui se passe au Japon, on a été tous impactés par cette crise, mais
c'est vrai que les chiffres sont restés quand même relativement faibles, heureusement, en termes de cas et de décès par rapport aux pays européens en particulier, puis ce qui se passe maintenant dans la zone Amérique. Euh, bon, les explications, il y en a de nombreuses, mais je pense qu'une des explications essentielles, c'est le port du masque qui était déjà dans les habitudes ancrées au Japon avant ce démarrage et qui a certainement retardé, ralenti donc la pandémie. On est resté sur un nombre de cas assez faible. Il y a eu un pic en avril, autour du 10 avril, et puis depuis, une décroissance forte. Le Premier ministre avait instauré un état d'urgence qui a été levé début de semaine dernière. Donc on est en déconfinement, mais prudent, parce qu'il y a toujours des cas au Japon et ils suivent ça à l'unité. Voilà, donc on n'est pas dans un plein déconfinement, mais les restaurants réouverts, les entreprises également, avec des mesures tout de même d'encouragement au télétravail, à voilà, ne pas tous revenir ensemble donc sur les lieux publics, hein, donc à essayer d'avoir une approche assez modérée, ce qui est le cas. Voilà, et donc on est dans cette situation de retour progressif, on l'espère, à une situation économique plus favorable. Voilà, et donc on va pouvoir vous donner des éléments un peu plus spécifiques. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole d'abord à Bernard, voilà, qui est le plus ancien d'entre nous au Japon, je crois, voilà, et qui donc va pouvoir vous donner sa vue sur la situation actuelle. Donc, Bernard, je te laisse la parole. En mettant le micro, je crois. Il faut que j'éteigne le mien. Oui, je remets le micro. Voilà. Merci Nicolas pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Il y a un petit document de présentation, peut-être que vous pouvez projeter. Il y a 4 slides. Est-ce que vous le voyez? C'est Moscou qui l'a en main, je crois, pour le présenter. Lydia, vous le mettez? Oui, bien sûr, une seconde. Bon, je vais commencer tout de suite en attendant. Voilà, vous pouvez passer à la deuxième slide, puisque ça, c'est la tête de présentation. Passer à la page 2. Voilà. Donc, juste un graphe pour redire pratiquement ce que Nicolas a dit. La situation sanitaire au Japon aujourd'hui, à fin mai, on a connu un pic donc en avril, au début avril, mais à des niveaux relativement faibles par rapport à tout ce qui a été connu en Europe et bien sûr aux États-Unis et maintenant au Brésil. Sur ce graphe, vous voyez également la ligne verte, c'est la montée des tests. Le Japon était un pays qui a pratiqué finalement les tests avec beaucoup de parcimonie, les concentrant sur les zones, les clusters, puisqu'ils ont travaillé très vite sur l'identification des endroits spécifiques où avait démarré l'épidémie, en particulier au tout début de la crise au Hokkaido, au nord. Il y avait pas mal de touristes qui étaient là-bas en février, donc ils ont vite concentré les efforts là-dessus. Et finalement, cette politique, elle a plutôt marché, même très favorablement. Alors, se cumule à ça ce que vous avez évoqué un peu pour la Russie, c'est-à-dire qu'il y a un contexte naturel favorable contre les pandémies, puisque au Japon, on ne se serre pas les mains, on quitte ses chaussures quand on rentre chez soi, on ne se touche pas, on ne s'embrasse pas. Il y a une distanciation sociale, c'est la terminologie qui est souvent utilisée, qui est presque naturelle et qui freine l'expansion de la pandémie. Le Japon aussi est un pays, alors c'est pas du tout comme la Russie, mais on passe pas facilement d'une région à l'autre. Hein. Il y a des montagnes, alors il y a des avions, il y a des trains rapides bien sûr, mais le Japon a mis en place très vite des contraintes par rapport au déplacement. Et ça a sûrement aussi limité la pandémie d'une région sur l'autre. Bon, moyennant quoi, l'état d'urgence a été levé la semaine dernière. Mais avec précaution, parce que si vous allez sur le graphe en bas à droite,
vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais il y a quelques résurgences, en particulier dans la région de Tokyo, et donc tout le monde est très prudent avec ça. Donc voilà pour la situation sanitaire. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne fais que observer la situation. Mais enfin, on peut dire que le Japon a bien maîtrisé pour l'instant la situation sanitaire, mais reste extrêmement prudent avec ce qui pourrait se développer dans les semaines et mois à venir. Voilà. Passer à la slide suivante, les conséquences économiques. Si vous pouvez dérouler la présentation, voilà, sur l'économie. Donc là, vous avez tous les volets économiques, l'impact sur le PIB, l'impact sur l'emploi, sur la confiance des entreprises, des consommateurs, sur le commerce international et in fine sur l'inflation. Donc, sur le PIB, là, on est au T2, donc au deuxième trimestre 2020, on est en train d'assister effectivement à l'impact le plus significatif. Certains parlent de la récession la plus forte qu'ait connue le Japon depuis l'après-guerre, hein, comme on le dit en Europe, comme on le dit partout. Et je pense que c'est vrai, on a quand même vu l'économie s'arrêter. Alors aujourd'hui, que ce soit les gouverneurs des régions, en particulier de la région de Tokyo, mais le gouvernement japonais aussi, tout le monde considère qu'il faut refaire démarrer l'économie. Alors il y a les aides aux consommateurs, aux particuliers, mais il y a les aides aux entreprises, et puis faire en sorte que les gens reprennent le chemin des magasins, des restaurants, de toutes les activités nécessaires au bon fonctionnement de l'économie. L'impact sur le chômage, très fort dans d'autres régions, en Europe, aux États-Unis. Le Japon est un pays où le chômage de base, dans les dernières décennies, est extrêmement bas. Donc, il y a une remontée, mais elle est faible. On verra comment ça évolue. En ce qui concerne donc la confiance, évidemment, cette pandémie, elle fait peur, elle inquiète. Les entreprises se sont toutes réorganisées, arrêtées, mis les gens dans le personnel en télétravail, etc. Et les consommateurs, évidemment, sans être obligés, sont restés chez eux, donc ils ont changé leur mode de consommation. Donc on a quand même vu toutes ces évolutions. Maintenant, on est en train de voir les phénomènes inverses se produire. Comment ça évoluera, on le verra. On espère que, effectivement, tout le monde espère que la consommation redémarre le plus vite possible. Le commerce extérieur, il a été impacté, évidemment, parce que le Japon est un pays qui a beaucoup d'activités internationales avec ses grandes entreprises. Donc, ça a été impacté. Là aussi, on va dépendre probablement de la vitesse à laquelle les autres grands pays, en particulier l'Amérique, les autres pays d'Asie. Les autres pays d'Asie, ça se passe plutôt bien avec la Chine, la Corée, un certain nombre de pays ont redémarré assez vite, mais les États-Unis, qui est un grand partenaire, et puis l'Europe, bien sûr, c'est là, on verra comment les choses redémarrent. L'inflation, le pays est à la cour derrière un redémarrage de l'inflation depuis, on va dire, 20 ans. Et on ne peut pas dire que la crise du coronavirus va aider à ce redémarrage. Donc, on verra comment ça évolue. Mais ça, c'est une maladie japonaise. On est en déflation depuis toujours, presque. Les derniers chapitres, donc je voulais évoquer, c'était, si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Allez, c'est les mesures du gouvernement japonais. Voilà, s'il vous plaît. Donc là, on a des plans, évidemment, qui ont été mis en place de relance, de soutien à l'économie. La dernière mise à jour s'est faite donc fin mai par le Premier ministre. Et ce sont des plans, évidemment, très, très, très importants. On a un budget qui pèse 40% du PIB du Japon, qui a été réinjecté dans l'économie.
donc massif, pour aider les entreprises. Alors là, je vous ai listé toutes les mesures vis-à-vis des entreprises. Il faut savoir qu'il y a aussi des mesures vis-à-vis des particuliers. Par exemple, donner 100 000 yens à toutes les personnes, par personne, hein, c'est en cours. On peut noter, alors c'est intéressant également, des réactions du gouvernement japonais qu'on retrouve dans d'autres pays, en Europe en particulier. On a entendu pas mal parler en France. C'est comment reprendre la main sur des activités stratégiques et éviter également que des entreprises affaiblies tombent dans les mains d'investisseurs étrangers. Là, il y a une nouvelle loi qui a été mise en vigueur, qui a en particulier rabaissé le seuil de participation des entreprises étrangères de 10 à 1% dans un certain nombre de secteurs sensibles. Alors, c'est une forme, peut-être, on pourrait qualifier de protectionnisme, mais oui, c'est de protéger l'économie dans un contexte très particulier. Et on a également des mesures qui ont été prises pour favoriser des réinvestissements au Japon qui touchent en particulier le milieu de la santé. Voilà. Donc voilà, en gros, pour la situation sanitaire, la situation économique et le soutien apporté par le gouvernement japonais à l'économie, aux particuliers comme aux entreprises. Je dirais que globalement, le Japon s'en sort bien pour l'instant, prudent, un contexte naturel favorable et des gros moyens mis en place pour faire redémarrer maintenant le plus vite possible l'économie. Voilà, c'est en gros les points clés à retenir. Merci. J'ai terminé. Merci beaucoup Bernard voilà, pour ce tour d'horizon complet de la situation. On va donner la parole à Jean-François Bachelard donc, pour son témoignage et peut-être un peu plus spécifique sur les hôpitaux. Jean-François. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous donner le témoignage d'une société, d'une PME française basée au Japon. En 2 mots, je vais vous expliquer ce que l'on fait pour que vous ayez une idée un petit peu du type de société dont je m'occupe. Donc, nous sommes une PME lyonnaise listée au Nasdaq à New York, mais bon, on est bien une société 100% française. Nous vendons et nous fabriquons des équipements médicaux. Donc, l'usine est à Lyon et on exporte à peu près 90% de la production partout dans le monde. Le Japon, enfin, moi personnellement, je suis responsable du Japon, de différentes filiales qu'on a en Asie et d'un bureau russe où nous avons 3 personnes. Le Japon représente environ 30% du chiffre d'affaires de la société, ce qui est très important, et ça depuis assez longtemps. Donc, nous avons 50 employés au Japon et 3 bureaux répartis un peu partout sur le territoire. Pour faire un parallèle avec la Russie, nous avons en Russie, nous n'avons pas une filiale, c'est un bureau, mais le business que nous faisons en Russie est aussi très intéressant depuis une quinzaine d'années. C'est un des pays majeurs de la société. Bon, on a choisi sur la Russie de ne pas avoir une filiale parce que c'était un petit peu compliqué, mais on a du staff de la société basé à Moscou et qui peut manager les différents distributeurs qu'on a dans les grandes villes ou dans les différentes régions de Russie. Alors sur la Russie, le business a été vraiment excellent pendant 10 ans, entre 2004 et 2013. Ensuite, ça a été un peu plus compliqué avec la crise économique, mais bon, ça reste un pays important pour nous. Donc, si je reviens sur l'histoire du Covid, la première chose qu'on a fait donc, de notre côté au Japon, c'est d'essayer de garder bien sûr notre activité. Alors, comme nous sommes dans le domaine médical, on avait de toute façon une obligation de continuer le business. On ne pouvait pas arrêter la société. On a des clients un peu partout dans le Japon et il faut qu'on continue à leur donner un support clinique, commercial, qu'on continue à livrer certains équipements, certains consommables. Donc, la première chose qu'on a dû faire, c'est trouver des masques
pour tout le monde parce que nos employés, les techniciens ou les vendeurs ne pouvaient pas se déplacer sans masque au Japon et ne pouvaient pas aller dans les hôpitaux. Maintenant, on trouve des masques assez facilement, mais au début de la crise du Covid, ce n'était pas évident. Donc, on a réussi, par l'intermédiaire de connaissances, et entre autres grâce à la Chambre de commerce, à trouver un approvisionnement de masques qui venait de Chine. Et donc, on a acheté en gros 200 masques pour chaque employé, ce qui en fait pour nous était quand même un budget assez conséquent parce qu'à ce moment-là, les prix étaient assez chers. Mais c'était la condition minimum si vous voulez, pour continuer à travailler. Et ensuite, on a fait un petit peu comme les autres sociétés au Japon, et j'imagine probablement en Russie et en Europe, c'est qu'on a mis en place un système de téléwork et d'IT. Donc nous, comme nous sommes une société relativement petite, on n'avait pas de département IT dédié jusqu'à 3 mois avant la crise de Covid, et par chance, on va dire, on a embauché un spécialiste IT quelques mois avant que ça commence. Et ça a été un très bon timing, parce que si nous ne l'avions pas eu, on aurait eu beaucoup de mal à mettre les employés en téléwork. Donc, par rapport au téléwork, on a mis personne à 100% à la maison. C'est-à-dire qu'on a essayé pour que les personnes gardent un lien avec la société, de faire un roulement. C'est-à-dire que chaque employé, chaque assistante de la société, sauf les vendeurs et les techniciens, viennent au bureau minimum 2 jours par semaine, 1 ou 2 jours par semaine, pour qu'ils gardent le contact avec tout le monde. Et donc, on fait un roulement, les gens se relaient. Et finalement, on avait un peu peur que ça soit un peu compliqué, que le téléwork soit pas bien adapté à la manière japonaise de travailler. Et puis, on a été agréablement surpris parce que ça se passe en fait très, très bien. Et d'ailleurs, je pense que pas mal d'employés se sont habitués à faire du téléwork. Et quand la situation va revenir à la normale, peut-être que certains vont avoir plus de mal à revenir tous les jours au bureau. Un petit commentaire sur le téléwork. Ça nous a aussi obligés à acheter pas mal de PC, parce qu'on avait des PC fixes pour pas mal d'employés qui étaient au bureau, donc on a dû acheter des portables. Aussi à un moment où il y avait une pénurie de PC portables, parce que toutes les sociétés en achetaient. Il y a aussi une contrainte qui est particulièrement liée au Japon, c'est la taille des appartements. Donc les assistantes ou les employés qui travaillent de chez eux se retrouvent à la maison avec leur femme ou leur mari, qui sont aussi en téléwork, dans un tout petit appartement, et aussi avec les enfants, parce que les écoles sont fermées. Et donc, c'est pas évident, c'est pas tout le temps évident de faire des conférences calls quand on a un appartement de 50 mètres carrés et qu'on est à 5 ou 6 à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une contrainte qui est très japonaise due au manque d'espace qu'on a dans les appartements. Donc voilà, alors après, par rapport au business, en gros, je vais vous donner quelques chiffres par rapport à ce que nous, on a vécu. Alors, on est dans le médical, donc on n'a pas eu une baisse de chiffre d'affaires de 70, 80 ou 100% comme certaines sociétés. Mais on a eu en gros 20% de baisse de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on a actuellement. Mais on prévoyait de faire plus 30%. Donc, en fait, on fait moins 20% à la place de 30%, donc ça fait quand même un écart énorme. Donc, là, on peut dire que la crise du Covid nous a vraiment touché de plein fouet. Les machines que l'on vend sont des gros équipements médicaux qui ne sont pas vraiment des urgences. Ce sont des équipements pour traiter les calculs rénaux, les cancers de prostate. Mais disons qu'au Japon, comme en Russie ou ailleurs, les hôpitaux sont concentrés sur la crise du Covid et sur les traitements, les opérations vraiment, vraiment très urgentes. Tout le reste a été décalé. Donc, beaucoup d'achats d'équipements sont décalés à la fin d'année. Donc, on va voir si on peut rattraper
le chiffre d'affaires sur la fin d'année, mais on a très très peu de visibilité, ou plus probablement sur l'année prochaine. Donc il y a beaucoup d'hôpitaux aussi qui ont eu des hôpitaux publics ou privés qui ont eu beaucoup de baisses de revenus. Et donc ils vont très probablement geler les achats pendant pas mal de temps. Donc voilà, après, par rapport aux aides japonaises dont parlait Bernard, on a eu la chance de bénéficier d'un prêt bancaire de l'ordre de 50 millions de yens, ça correspond à peu près 400 000 euros, à peu près un peu plus de 400 000 euros, garanti par l'État japonais. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a une baisse de chiffre d'affaires et en même temps, dans notre cas, on a dû garder 100% des employés et les payer nous-mêmes à 100%. Donc on avait vraiment un impact, enfin on a un impact important en ce qui concerne le cash. Donc ça potentiellement pouvait nous générer des problèmes de cash flow au courant de cet été. On est à peu près tranquille jusqu'au mois de juillet. À partir de juillet, ça aurait commencé à tirer. Donc, ces 50 millions de yens de prêt, alors c'est un prêt, il faudra le rembourser, du gouvernement japonais, est vraiment bienvenu. Et peut-être, je crois que le gouvernement prévoit d'autres choses, donc peut-être qu'on pourra bénéficier d'autres aides dans les mois qui viennent si on a de grosses difficultés. Donc voilà, je pense que ça vous donne une idée de ce qu'on a fait au Japon. Pour revenir sur la Russie, alors la Russie c'est un peu différent pour nous parce que ce n'est pas une filiale et on a très peu d'employés. On a une comptable à temps partiel, un responsable commercial et un responsable technique. Alors, ils sont tous à l'arrêt complet. La comptable continue à travailler un petit peu pour faire quelques reportings. Enfin, l'arrêt complet. Le responsable commercial essaye de travailler avec des vidéoconférences avec certains clients, certains distributeurs, mais aussi pour les types d'équipements qu'on a sur la Russie, enfin, en tout cas jusqu'à septembre, le business sera quasiment à zéro. Donc on espère que ça reprendra en fin d'année, mais là aussi on n'a vraiment pas de visibilité. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, on pourra de toute façon, après donc les présentations, bien sûr, avoir un temps de questions-réponses. Mais s'il y a bien sûr des questions immédiates, n'hésitez pas. Dernière présentation, donc Ophélia, donc, qui travaille à la Chambre de commerce et qui est en charge donc, de l'accueil des entreprises de France et donc, pourquoi pas de Russie, si voilà, vous étiez intéressé à venir voir au Japon quelles opportunités d'affaires existeraient pour vous. Donc, ce serait une belle collaboration entre nos deux chambres. Donc, Ophélia, la parole est à toi. Oui, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, on voit. Alors, j'essaye de le basculer en… Non, c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Vous voyez suffisamment grand ou… Ça va peut-être dans les paramètres d'affichage vue présentation plutôt que voilà. Paramètres d'affichage. Je n'ai pas l'opportunité. Bon, je le laisse de ce format. On voit bien. Ok, parfait. Donc, merci beaucoup pour ces premières explications qui donnent une bonne vue d'ensemble sur le Japon. Donc, la crise du Covid et également le témoignage d'une entreprise présente au Japon et comment elle a réagi pendant cette crise. L'idée là sur cette présentation, c'est plutôt de faire un zoom arrière, de vous représenter un petit peu le Japon, cette vue d'ensemble, cette économie du pays du soleil levant, qui est donc la 3e économie mondiale derrière les États-Unis et la Chine, avec une population d'à peu près 126 millions d'habitants, contrairement à la Russie ayant 147 millions. Une superficie donc de 377 000 km², ce qui est extrêmement petit par rapport à la Russie. Vous avez 17 millions de km², donc ça représente à peu près 2% de votre territoire. Également un taux de natalité qui est relativement faible, une densité de population qui est extrêmement concentrée. Donc le Japon, comme on l'a dit tout à l'heure, est un pays qui est extrêmement montagneux, donc la population est concentrée sur la population
sur la côte est, sur 3 principales mégalopoles qui sont Tokyo, Nagoya et Osaka. Et le Grand Tokyo représente à peu près 38 millions d'habitants, ce qui explique cette très très forte densité de population, contrairement à la Russie qui a à peu près 8 habitants au kilomètre carré. En termes d'espérance de vie, le Japon a l'espérance de vie la plus élevée au monde, 84 ans. Il faut savoir qu'il y a 30% de la population qui a plus de 65 ans au Japon. Contrairement à la Russie, où on a une espérance de vie qui est actuellement de l'ordre de 72 ans. En termes de PIB, donc, le PIB en 2018 au Japon était de 4 200 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 4 900 milliards de dollars, comparé à la Russie qui a actuellement un PIB, qui avait un PIB en 2018 d'1 milliard, 1600 milliards de dollars. Ce PIB est donc une grande force du Japon. Il a été en très forte progression jusqu'aux années 90 avec des taux exponentiels, plus 65% sur à peu près une dizaine d'années. Et à partir des années 90, on a eu une stagnation qui a été liée à la bulle immobilière qui a eu lieu en 91, puis la crise asiatique qui a eu lieu en 97, donc avec des investissements massifs de fonds internationaux qui se sont après retirés et qui ont créé une grosse décadence dans ce milieu-là. Également la crise financière mondiale de 2018 la crise financière de 2018 qui a donc impacté mondialement, mais aussi très fortement le Japon. Puis Fukushima, donc avec la centrale nucléaire et le tsunami en 2011, qui ont fortement impacté le PIB. Voilà. Néanmoins, le PIB par habitant, comme vous voyez, est de à peu près 33 000 euros par habitant, donc c'est un PIB qui est extrêmement élevé avec un fort pouvoir d'achat et de consommation de la population japonaise. Le taux de chômage en moyenne, donc en octobre 2019, était de 2,4%, ce qui est extrêmement faible. C'est lié à plusieurs choses, donc le fait que les femmes, le taux d'activité des femmes n'est pas très élevé au Japon, même s'il est en très très forte augmentation, et également un taux d'immigration qui est complètement anecdotique, donc contrairement à la Russie où il y a énormément d'immigration des ex-pays du RSS vers la Russie. En termes d'équivalent de PIB, pour donner un ordre d'idée, par exemple, le PIB du Kanto, donc qui est la région du Grand Tokyo, représente le PIB de la Russie. Donc Chubu, qui est la région de Nagoya, représente le PIB de l'équivalent de la Corée du Sud. Et le Kansai, la région d'Osaka, représente l'Indonésie. Voilà. Et puis l'île du Sud, le Japon étant composé de 4 îles, et l'île du Sud de Kyushu représente à peu près le PIB de la Thaïlande. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir que malgré une concentration très forte de la densité de population, mais également de l'économie dans la région tokyoïte, puisque le Kanto et le Kansai représentent à peu près 70% du PIB japonais, on a quand même une très forte consommation et pouvoir d'achat dans les différentes régions du Japon. Voilà. Donc, en termes d'économie japonaise, donc, comme je l'ai indiqué, c'est la 3e puissance économique mondiale depuis pas mal d'années. C'est une économie qui est extrêmement mûre, qui est orientée sur les différents secteurs primaires, secondaires, tertiaires, une industrie très forte au Japon. Principalement dans le domaine automobile, bien évidemment, comme vous le savez, avec les grands groupes comme Toyota, Nissan, etc. Mais également une industrie aéronautique qui est aussi extrêmement développée, avec un fort bassin d'emploi dans la région de Nagoya, mais également répartie sur le territoire. Une industrie agroalimentaire aussi, qui est importante, alors pas en termes d'agriculture, mais les Japonais sont très orientés sur les délices de bouche, donc ça génère pas mal d'importations de France ou d'autres pays vers le Japon.
En termes de pouvoir d'achat, donc le pouvoir d'achat, y compris dans les provinces, comme j'indiquais, est extrêmement fort au Japon. Il est supérieur à 10% par rapport à la France. C'est un pays aussi qui est doté d'infrastructures très performantes, avec énormément de vols domestiques, mais également des voies de chemin de fer très développées et un système autoroutier qui permet de circuler dans l'intégralité du pays. Alors bien évidemment, avec notre chaîne de montagnes développée également au milieu, mais cette logistique permet d'acheminer les produits de façon très efficace dans tout le pays. Donc là, en parallèle avec la Russie, où effectivement, pour y avoir vécu quelques années, on sait que quand il faut livrer les produits en Sibérie, on a toute cette période d'hiver qui est compliquée aussi. Et là, le Japon arrive à quelle que soit la saison, acheminer tous les produits à travers son pays. Donc, en termes d'innovation, comme vous le savez, c'est un pays qui est très innovant. On en parlera plus tard dans les différents secteurs d'activité, mais il y a à peu près 3% du PIB qui est réinjecté chaque année dans l'innovation pour rester très présent dans les milieux de la robotique, également de la 5G, etc. Donc, c'est un pays qui... donc, la Russie est aussi... a investi très récemment dans l'innovation, dans le digital, pour renforcer ses positions de matières premières et avoir une économie un peu plus équilibrée. Et là, le Japon également mise beaucoup sur l'économie pour le futur, mais déjà depuis plusieurs décennies. En ce qui concerne les exportations, donc c'est le 4e pays en montant d'exportation avec un excédent de 23 milliards d'euros en 2017. Donc c'est un pays qui est très attractif. C'est un pays qui se gagne dans le temps, dans la confiance, mais c'est un marché qui est lucratif et de haute qualité, avec des consommateurs qui sont à la fois des consommateurs en B2C, mais également une population d'entreprises en B2B qui attend un niveau de service et de qualité extrêmement élevé. En termes de démocratie, c'est un pays qui a une stabilité politique vraiment incroyable depuis très longtemps, qui a une histoire très forte. Nous avons eu l'intronisation du nouvel empereur japonais en fin d'année dernière, en 2019, ce qui stabilise toujours le pays avec quand même malgré tout une évolution forte, notamment sur l'ouverture du travail aux femmes, sur le développement un petit peu plus, une ouverture un petit peu plus sur l'immigration, pour valoriser le travail et pouvoir répondre effectivement à l'économie qui est toujours au rendez-vous. Les plans de relance, donc les Abenomics, donc notre Premier ministre, M. Abe, a lancé en 2014 un plan de relance très ambitieux, donc qui est basé sur 3 axes, un axe monétaire, un axe budgétaire et des réformes structurelles fortes. Et ce plan voit son échéance en 2020. Donc, il a permis de relever un petit peu, comme Bernard le disait, une stagnation un peu économique depuis quelques années et puis une espèce de spirale déflationniste. Donc, les secteurs d'économie aujourd'hui qui sont très porteurs au Japon, c'est la société 5.0, donc qui est une société très centrée sur l'humain, avec un équilibre entre le progrès économique et une forte intégration entre le cyberespace et les espaces physiques. Également, dans les axes de progrès qui ont été donnés par le gouvernement, c'est tout ce qui est Smart City. Donc, comme vous l'avez vu, la population japonaise est extrêmement urbaine. Donc, il y a un programme autour des Smart Cities sur la construction, le transport, la gestion des eaux, des déchets, de l'énergie, etc. Le gouvernement a également investi sur la 5G qui est déjà disponible au Japon. Les axes également de progrès qui pourraient intéresser d'ailleurs des entreprises russes, c'est tout ce qui est autour de la silver economy. Donc, l'économie, enfin la consommation totale est portée à 40% par les personnes âgées. On a vu, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, que plus de 30% des gens ont plus de 60 ans, pardon. Et donc, le développement du service à la personne est un des axes forts de l'économie japonaise.
Par ailleurs, le digital, comme en Russie, est une conduite très forte avec l'industrie 4.0, beaucoup de réflexions autour de l'intelligence artificielle, des big data, de la réalité augmentée. Au cœur des préoccupations également, le retail tech. Donc, il faut savoir qu'au Japon, il y a encore, malgré le Covid, 94% des achats qui se font en commerce offline, donc sur du physique, et 6% en e-commerce. Donc là, on a vu avec le Covid un développement un peu plus accéléré, mais ça reste très, très fortement un achat physique. Donc, ce marché-là du retail tech représente à peu près 400 milliards d'euros dans l'industrie japonaise. Et également, dans les axes très forts du Japon, la robotique. La robotique industrielle représente 7,6 milliards d'euros. Et également la robotique de service, qui est à peu près à l'équivalent à 7 milliards d'euros en développement. Voilà pour les forces et un peu le développement d'économie, le tour d'horizon de l'économie japonaise. En termes de contraintes, donc on a une croissance qui est atone, donc qui est à peu près stabilisée depuis les années 90 avec ce second souffle que les Abenomics ont essayé de donner. Il y a un déclin démographique notable, comme on l'a vu. On a un taux démographique, un taux de natalité qui est bas, mais par contre une très forte population qui croît vers la population du troisième âge. Un manque de productivité, alors ça c'est un axe d'amélioration au Japon très fort, puisqu'on est à 46 $ de l'heure contre 53 $ de l'heure en moyenne pour les pays de l'OCDE. Une forte progression des seniors, on en a parlé, des contraintes sociales très fortes, donc on est sur un pays qui est à la fois très très axé sur la modernité, mais en plus qui garde ses traditions, qui a une forte aversion au changement. Donc quand on veut investir au Japon, il faut s'axer dans le temps et dans la confiance, comme on l'a dit. Et en ce moment, on est à un moment charnière, donc le Japon est au cœur de la guerre commerciale chino-américaine, qui sont les deux premières puissances économiques, eux étant les troisièmes. Des relations très mauvaises au jour d'aujourd'hui avec la Corée pour des raisons historiques et politiques, et une hausse de la TVA qui a eu lieu en fin d'année dernière, en 2019, avec un passage de 8% à 10% qui a un peu ralenti la consommation et qui s'est doublé là, avec l'impact du Covid-19. Voilà pour un petit peu le tour d'horizon du Japon. Très rapidement, donc la CCI, nous, on a réagi pour justement supporter cette crise en essayant de favoriser l'entraide et le soutien auprès de nos membres. Donc, on a mis en place des dossiers spéciaux Covid qui relayaient toutes les informations du gouvernement japonais, mais également de l'ambassade française. On a aidé à réaliser l'enquête qui a été lancée par les conseillers du commerce extérieur, mais également par la European Business Chamber, pour voir un petit peu comment réagissaient nos entreprises dans les différents secteurs d'activité au Covid. On a lancé une plateforme d'assistance de business qui était ouverte à tout le monde, pas seulement aux membres, mais également une plateforme d'échange pour voir comment les entreprises en difficulté pouvaient s'entraider. On a également eu un soutien très fort auprès des adhérents, avec des fiches financières pour notamment orientées vers les TPE et les PME, pour un soutien de tout ce qui était financier au niveau du gouvernement japonais. On a mis en place un email spécial, un petit peu comme une hotline pour répondre aux questions spécifiques sur le Covid. Et en termes de publication, on a lancé, dans notre hebdo Japon, on a eu des dossiers spéciaux Covid, des newsletters spéciales Covid également, des initiatives de solidarité. On a notre France Éco Japon qui est un trimestriel qui a eu un dossier aussi consacré au Covid, mais surtout sur le rebond. Et également, on a boosté tout ce qui était digital avec la digitalisation de notre annuaire qui n'est plus papier mais qui est maintenant en ligne. Côté événements, il y a eu un gros effort avec 18 webinaires gratuits qui se sont axés sur différents
différents points, donc tout ce qui était légal, HR, comment on pouvait manager la crise, communiquer pendant cette crise, gérer le risk management, la supply chain, mais également des points plus larges sur le management et le business continuity. On a toujours essayé d'avoir une communication axée vers le rebond. On a partagé également toutes les mesures de la BPI, la Banque pour l'investissement, qui continuait à promouvoir les entreprises françaises au Japon. Et également des focus spécifiques sur le tourisme, le retail, l'évolution de la consommation des Japonais dans le nouvel environnement, le Japon de demain, post-Covid, sur la food industry, la santé, etc., et également la cybersécurité. Côté business développement, donc, nous sommes en relation, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises françaises sur le marché japonais. Donc, on a maintenu le lien malgré la crise. On a fait énormément de webinaires pour les entreprises françaises, pour leur parler du marché japonais et leur dire que nous n'étions pas à l'arrêt ici. On avait un confinement qui était préconisé, mais pas obligatoire. On a multiplié les offres de services online avec des rendez-vous d'affaires avec les sociétés japonaises pour continuer. Donc, ils étaient en télétravail, comme le mentionnait Jean-François, mais étaient toujours présents et actifs économiquement. Et également, on a beaucoup appuyé nos axes de service sur le commercial temps partagé. Donc, les entreprises françaises ne pouvaient plus se déplacer au Japon et on leur a proposé d'être en base avancée et de continuer à vendre leurs produits auprès des sociétés japonaises, ce qui a connu un succès important pendant cette crise du Covid. Dernier slide sur la sortie de crise et les perspectives de rebond. Donc, je voulais quand même présenter quelques success stories. Donc, la CCI a accompagné au niveau du développement pendant cette crise de Covid-19 des belles entreprises françaises comme Exotech qui est spécialisée dans le retail tech avec de la robotique dans les entrepôts. Donc, même si les magasins étaient fermés, les Japonais se sont toujours organisés pour se développer un petit peu plus sur le online et avaient quand même pas mal de volants d'affaires et ont gardé toutes les entrepôts, enfin l'activité des entrepôts. Également, on accompagnait en commercial temps partagé des entreprises sur le médical ou sur la thérapeutique qui, elles, se sont dit justement, je ne baisse pas ma force de frappe au Japon. Je continue à investir. Je vois en le Covid-19 une forte opportunité pour mon domaine d'activité et je continue à maintenir la cadence. Également des rendez-vous d'affaires. Donc, on a pu organiser une dizaine de rendez-vous d'affaires pour des sociétés comme l'Ameco, entre autres, mais on a maintenu le lien entre les entreprises japonaises et françaises en mode visio. Voilà, online. En ce qui nous concerne à la CCIFJ, on a arrêté là depuis le début du mois le chômage partiel. Il y a quand même une continuité de télétravail, puisque comme on l'a dit, on est dans une grosse agglomération tokyoïde, donc beaucoup de gens viennent de loin et préfèrent continuer le télétravail. Alors le télétravail devient, comme l'ont dit Bernard et Jean-François, c'est maintenant rentré dans les mœurs au Japon. C'est une grosse évolution sociétale et on continue notre communication positive pour montrer une économie dynamique sur le pays. On maintient nos offres malgré les frontières ne sont pas réouvertes, mais l'activité reprend au Japon. On maintient quand même des offres online. On a développé des produits d'entrée de gamme, puisqu'aujourd'hui, les sociétés peuvent connaître un peu des défaillances financières et on veut être là pour les accompagner. Donc, on a un peu élargi notre offre pour rester sur des produits attractifs avec des prix d'entrée de gamme dans les 500 €. Nous avons également renforcé notre offre d'être en poste avancé. Donc, on propose aux entreprises toujours du commercial temps partagé, mais également des ouvertures sur du back-office, du service client, du service administratif, du soutien commercial en assistanat commercial pour les entreprises françaises qui souhaitent toujours exporter au Japon. Et puis également un redémarrage des événements locaux, donc comme les comités, les galas, les clubs économiques, bien sûr tout en respectant les mesures d'hygiène et de sécurité et également un maintien online d'une partie de ces événements.
Et pour finir, toujours dans un mode de communication positive, on est très ouvert si des entreprises russes souhaitent exporter vers le Japon. On vous encourage à vous orienter vers la CCI Russie, qui peut, en partenariat avec nous, aider à développer vers ce beau marché qui est le Japon, 3e puissance économique mondiale, avec pas mal d'axes technologiques pour éventuellement intéresser les entreprises russes. Voilà pour ma partie. Merci, merci Ophélia. Merci à Bernard, donc Delmas, Jean-François Bachelat. Bien, je pense, je vais laisser la parole à Lydia hein, pour la suite, mais peut-être passer aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait des questions d'ailleurs dans les échanges écrits, donc on peut peut-être démarrer par celle-ci. Lydia, si tu es d'accord. Peut-être Emmanuel à la première question. Emmanuel, c'est le président qui pose toujours la première question. Absolument, excusez-moi, oui, Emmanuel, président. Nous écoutons. Merci Nicolas, merci Lydia. Oui, j'ai une question. En fait, Bernard Delmas, vous avez dit que comment ça s'appelle, le soutien du gouvernement japonais à l'économie japonaise était de 40% du PIB, enfin les mesures gouvernementales. 40% du PIB, si je regarde le chiffre que ça fait suite à la présentation d'Ophélia, ça représente 1700 milliards d'euros, c'est ça? Oui, en fait, quand on dit, c'est sur un, alors, la terminologie est peut-être, c'est sur une période de temps, donc c'est limité Oui, dans le sûr. temps. Donc, ce n'est pas sur une année complète déjà. Et en fait, ça correspond à la part du budget, du PIB, la part de l'État. C'est-à-dire, c'est 40% du budget de l'État sur le trimestre concerné. Et ça donne quel chiffre? Parce qu'en France, Ça fait, écoutez, je n'ai pas exactement le chiffre en tête, mais effectivement, c'est des sommes énormes. Alors, il faut toujours être prudent avec ces chiffres. C'est comme partout, c'est qu'on y mélange à la fois des aides réelles, mais également des prêts, les garanties qui sont données par rapport aux prêts, etc. Donc, c'est un mélange de mesures. Là, je n'ai pas les éléments détaillés, mais on pourra vous les communiquer plus précisément. Là, on rentrerait dans des détails infinis parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mesures qui sont cumulées dans ce budget spécifique Covid-19. Et d'ailleurs, l'affaire n'est pas terminée parce qu'on ne sait pas très bien combien encore seront rajoutés éventuellement si nécessaire. Le Japon, il faut savoir que le Japon a une pratique des budgets de relance depuis la crise, la première crise importante du Japon qui a été dans les fin des années 80, qui a été de relancer systématiquement par des relances budgétaires massives dans l'économie. Donc le Japon a cette pratique combinée avec des pratiques au niveau de la Banque du Japon le yen est supporté par la Banque du Japon avec du quantitative easing massif depuis, je veux dire, plus de 20 ans. Donc tout ça fait que l'économie japonaise est une économie quand même qui est supportée à la fois par le gouvernement et évidemment combinée avec la Banque du Japon de manière massive pour lutter contre une tendance déflationniste dont on a parlé tout à l'heure qui est quand même au premier ordre lié au fait que, vous le savez, l'économie japonaise, la population japonaise a vieilli et elle est aussi aujourd'hui en décroissance. Ce qui a d'ailleurs des effets, bien sûr, négatifs sur l'économie, mais aussi positifs, on le voit dans des secteurs d'activité comme la santé et ce qu'on appelle de manière plus large la silver economy. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais donc les relances, quand ça va mal, c'est une pratique très forte au Japon, avec des moyens très importants, avec le backup de la Banque du Japon pour les relances monétaires. Je vous remercie. Non, mais il faudrait envoyer en fait le gouvernement japonais aussi, parce que le gouvernement russe n'a pas l'habitude de toutes ces relances.
et beaucoup plus timide dans les montants des aides, parce que en France, je crois qu'il parle de l'ordre de 500 milliards d'euros. Ça a l'air d'être extrêmement important au Japon, beaucoup plus important que même ces 500 milliards d'euros. Et Alors, oui. Au Japon, c'est 915 milliards d'euros le plan de relance. Oui, c'est le double. C'est ça, vous avez le chiffre, parfait. En Russie, on n'en est pas à 100 milliards à peine. Donc, on en est loin, ce qui fait qu'il y a quelques aides pour les PME, mais beaucoup pour les grandes entreprises. Mais on est loin des aides que apportent les sociétés occidentales Encore une fois, sur les budgets de relance, je pense que dans tous les pays du monde, il faut rentrer dans les détails parce que, encore une fois, ça cumule des tas de mesures qui n'ont pas du tout le même au sens d'un prêt, ça n'est pas une aide, c'est pas pareil. Une relance dans un secteur d'activité, une aide spécifique dans un secteur d'activité, c'est pas de même nature qu'un prêt garanti, par exemple. Non, bien sûr, mais le montant global donne une idée de ce qui… Ah oui. C'est très, très important au Japon et encore une fois, c'est une grande pratique depuis au moins 2 décennies, depuis très longtemps au Japon. Voilà. Comme j'ai une conférence demain avec le RSPP, qui est l'équivalent du MEDEF en France, je vais leur parler de l'expérience japonaise aussi. Voilà, merci beaucoup. Lydia, c'est à vous. Merci beaucoup, Emmanuel. J'ai quelques questions qui m'arrivent aussi sur WhatsApp, dont une concerne le médicament qui divise le Japon. Donc, si en France, on a la chloroquine qui fait le débat public, au Japon, c'est l'Avigan. Corrigez-moi si je prononce mal. C'est un médicament dont on parle beaucoup pour combattre, soi-disant, le Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Il y a beaucoup de spéculations comme ça autour des aides, des soins, des médicaments contre la pandémie. Sachant que la Russie l'utilise. La Russie vient pour le coup d'acheter beaucoup c'est de l'Avidon, c'est ça, mais ils viennent d'en acheter beaucoup au Japon. Avigan. On va laisser la parole à Jean-François Bachelard, notre spécialiste du secteur santé. Jean-François. On appuie sur le micro, Jean-François. Jean-François, appuie sur le micro, s'il te plaît. Oui. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la pharma, mais bon, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu dans les journaux récemment. On a beaucoup parlé de l'Avigan qui est fait par une société japonaise qui s'appelle Fujifilm, c'était très prometteur il y a quelques semaines. Apparemment, les choses changent très vite. La dernière information que j'ai vue dans des journaux japonais et européens, c'est qu'en fait, ça ne serait pas efficace. Mais en fait, on a la même chose avec la chloroquine où on a des informations contradictoires. Apparemment, l'Avigan, c'était prometteur au départ. C'était un antiviral. Mais là, apparemment, il n'y a pas de preuve de l'efficacité de l'Avigan pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup. Une autre question, on a beaucoup parlé des aides d'État aux différents secteurs de l'économie. Évidemment, c'est le secteur du tourisme qui a été touché dans tous les pays, mais particulièrement au Japon, où les Jeux olympiques d'été étaient prévus initialement en juillet et en août. Est-ce que les autorités japonaises comptent soutenir plus particulièrement ce secteur, éventuellement pour redonner cet attrait touristique au pays, et éventuellement baisser les prix pour les touristes qui vont arriver? Je vais laisser la parole à Bernard Delmas, puisque dans les nombreuses fonctions qu'il a occupées, il a présidé les sites de Michelin au Japon, et donc à ce titre-là, connaît bien le secteur touristique, promotion touristique dans tout le Japon. Bernard? Oui, essayez de répondre à votre question. D'abord, savoir que le tourisme japonais a connu, vous le savez sûrement, une grande expansion ces dernières années. Politique qui a été supportée par le gouvernement japonais qui s'est appelée inbound. En gros, faire venir des touristes étrangers du monde entier au Japon. Ça a connu un grand succès depuis, on va dire, 7-8 ans.
pour atteindre des niveaux très significatifs, jusqu'à plus de 30 millions de visiteurs annuels. Là, évidemment, avec la crise du Covid et compte tenu justement à la fois de la crise, mais également des contraintes qui ont été mises par le gouvernement japonais, on est retombé, je ne dirais pas à zéro, mais quasiment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de touristes étrangers qui viennent au Japon aujourd'hui. Compte tenu que ces contraintes ne sont pas levées à court terme, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement a encouragé les Japonais à eux-mêmes remplacer les touristes étrangers, c'est-à-dire en gros visiter les autres régions, avec encore aussi là beaucoup de précautions, parce que pour l'instant, dans certaines régions, on essaie de limiter les déplacements, mais l'idée c'est que cet été, assez vite, ce soit les touristes japonais qui occupent le terrain. Voilà, c'est ça l'orientation à court terme. L'attractivité du Japon en tant que pays touristique, je pense qu'elle est là, elle ne change pas fondamentalement avec la crise du Covid. C'est plus les contraintes de déplacements internationaux qui sont aujourd'hui le point délicat, qui va être levé, on espère le plus vite possible, mais qui est encore le point d'interrogation. Voilà. Et ça, tant que ce point-là ne sera pas levé, ce sera difficile de relancer un tourisme international. Donc, c'est priorité au tourisme des Japonais au Japon pour l'instant. Merci beaucoup Bernard. On nous dit sur le chat que l'année 2018 était l'année record pour le tourisme au Japon, si les souvenirs d'Alexandre Lévy sont bons. Donc, c'est vrai que c'est plutôt le tourisme intérieur, comme d'ailleurs en Russie, en attendant l'ouverture des frontières. Peut-être une question à tous les intervenants depuis la levée de la crise de l'état d'urgence sanitaire au Japon. Vous êtes de retour à vos bureaux. Quelles sont les meilleures pratiques depuis Covid-19, depuis donc le confinement, que vous avez apporté à vos équipes? Peut-être, on en a déjà en partie parlé aujourd'hui, peut-être un télétravail 2-3 fois par jour, peut-être des réunions Zoom plus récurrentes, peut-être une meilleure gestion du temps. Donc, les meilleures pratiques que vous redonnez à la vie normale. Je vais peut-être commencer, mais être assez bref. Je laisserai mes collègues s'exprimer pour la vie de bureau. Moi, je voudrais vous parler de la vie industrielle, puisque je vis ça au niveau de Nissan. Le vrai sujet extrêmement délicat, c'est de redémarrer les usines. Les usines, on ne les redémarre pas en télétravail. Il faut faire venir les ouvriers dans les ateliers et il faut créer les conditions de travail dans les ateliers pour que la production redémarre. Et je dirais que pour les entreprises, mais pour l'économie en général, c'est absolument fondamental de refaire ça, de créer des conditions sanitaires qui permettent de redémarrer le travail des usines et de produire. Je pense que c'est même peut-être le challenge le plus important auquel on est confronté, sachant que dans les bureaux, on peut effectivement, pas 100%, mais faire du télétravail et fonctionner, pas en mode sûrement dégradé, mais pas trop mal avec le télétravail. Dans les usines, ça n'est pas possible. Donc, ça veut dire au niveau il faut à la fois créer les conditions sanitaires dans les ateliers, mais il faut aussi encourager les gens à vouloir revenir, c'est-à-dire les motiver à revenir, sachant qu'il y a quand même une situation nouvelle avec des risques sanitaires sur lesquels des précautions sont prises, mais il y a tout un dialogue, j'allais dire, au niveau des conditions de travail qui est à créer. Et ce que je dis là n'est pas propre à Nissan ni au Japon, il est valable pour tout. Voilà, je voulais juste faire cette précision, mais pour moi, c'est un des enjeux clés. Et les entreprises japonaises, dans l'automobile en particulier, mais pas que dans tous les secteurs industriels, sont évidemment très, très sensibles et travaillent beaucoup à ça pour supporter la reprise économique. Merci beaucoup Bernard. Peut-être d'autres témoignages, Nicolas?
Oui, alors plus effectivement sur les bureaux, et Jean-François Bachelard pourra bien sûr compléter. Euh, c'est vrai que cette crise, comme toutes les crises, c'est l'occasion d'avoir des remises en cause. Et dans un pays effectivement comme le Japon, très conservateur et pas forcément porté sur le changement, bah, ça a permis de bousculer, de faire bousculer les habitudes. Donc il y a deux phénomènes forts, hein. C'est la digitalisation et effectivement les habitudes très routinières qui existaient au niveau du temps de présence au bureau, assez connu, je pense, à la planète. Donc, c'est vrai que ce qui n'était pas possible avant, c'est-à-dire d'avoir un rendez-vous par visio, Zoom, désormais est possible. Les entreprises japonaises acceptent, c'était complètement inimaginable 3 mois en arrière. Au niveau de la présence, désormais, ça réduit les contraintes de temps de transport. Et donc, beaucoup d'entreprises japonaises ont mis en place du télétravail qui apporte effectivement une économie de productivité dont parlait Ophélia. Donc, il y a des changements qui sont en cours, forts donc, liés au télétravail et donc à la digitalisation, la mise en place des outils. Alors après, comment le Japon va vraiment l'intégrer dans son mode de travail à moyen terme, bon, ça reste encore à imaginer, mais on a vu effectivement des changements significatifs. Alors, il y a un autre domaine également qui est vraiment important au Japon, sur lequel il y a des changements assez drastiques, c'est le retail. Le retail est très secteur fort et important pour les entreprises françaises. Et évidemment, donc, il y a une réouverture des department stores. Mais alors, au-delà des mesures sanitaires qui sont prises, comme dans n'importe quel grand magasin sur la planète, il y a certainement des habitudes de fond sur les canaux de distribution. On a fait un webinaire intéressant avec McKinsey qui disait que plus de 10% des consommateurs japonais avaient changé leurs habitudes de consommation. Et 10% au Japon, c'est énorme. C'est énorme. C'était des choses qui étaient complètement impensables. On voit les efforts, les investissements faits marketing par les grandes marques pour gagner des consommateurs en online ou dans les magasins. Il y en a 10% qui ont complètement changé leurs habitudes, alors avec de différentes manières. Soit effectivement, ils sont passés sur le online, soit sur le commerce de proximité au détriment du commerce dans les grands magasins. Donc, et puis après, bien sûr, dans les grands magasins, la distanciation sociale a également beaucoup changé, la façon de consommer. Avant, on parlait beaucoup de l'expérience dans les magasins. C'est sûr que ces concepts-là vont évoluer, et notamment le fameux service à la japonaise, qui était très important. Donc, ça va rester à ces niveaux qualitatifs, mais va évoluer. Donc, on a une période qui est bon, de ce côté-là très intéressante, parce qu'elle ouvre effectivement des nouveaux modèles de services, de consommation, de travail. Et on en est, je pense, qu'au début. Jean-François, je ne sais pas si tu veux compléter. Je suis bien en phase avec ce que vous avez expliqué, toi et Bernard. Par rapport à ce que disait Bernard, effectivement, pour les personnes qui doivent aller en usine ou, par exemple, pour nous, les personnes qui doivent aller dans les hôpitaux, qui sont des endroits assez contaminés, ce qui est très important, en fait, j'ai réalisé ce qui était très important, c'était de rassurer les personnes, mais pas seulement eux, surtout les familles aussi. Parce que si on a quelqu'un pris individuellement qui habite tout seul dans un appartement à Tokyo, bon, il peut se mettre en mode warrior, samouraï, hein, japonaise, et puis y aller, prendre des risques. À la limite, ils pourraient le faire parce que la relation à la société est vraiment très très forte. Par contre, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on rassure les familles, c'est-à-dire les femmes, les maris, les grands-parents, parce que parfois les familles habitent tout ensemble. Et donc, bien sûr, prendre toutes les mesures possibles pour les protéger et montrer qu'on faisait le maximum pour les protéger, c'est-à-dire, après, il n'y a pas de miracle, on revient sur les mêmes choses, hein. Ce sont les masques, ce sont les gels hydroalcooliques pour se laver les mains très fréquemment, c'est tout un tas de mesures d'hygiène à prendre dans les bureaux ou dans leurs déplacements, mais ça, c'est très important. Et puis, il y avait aussi un autre point qui est important, qui est la contamination au Japon, principalement, c'est à Tokyo. C'est là où il y a les gros clusters. Et quand on doit envoyer des vendeurs ou des formateurs, on va dire,
des spécialistes d'application ou des ingénieurs dans les provinces japonaises, parfois ils ne sont pas très bien reçus. Parce que quand on envoie pas mal d'hôpitaux ou de clients à Kyushu ou même vers Osaka, Kobe, préféraient ne pas avoir de staff qui venait de Tokyo. Donc ça, c'était aussi une des limites qu'on a eues. Et nous voyons les mêmes limites en Russie. Et Nicolas, par rapport à ce que tu disais, on voit le même phénomène en Russie, c'est-à-dire que on voit un changement de consommation et notamment une hausse des ventes par Internet qui est absolument considérable et de façon surprenante. Donc, il va y avoir des changements d'habitude de consommation qui vont perdurer et qui vont être intéressantes à voir. Je voulais juste signaler la présence de notre vice-président Gilles Chenesso, qui nous a rejoint en retard parce que malheureusement, il avait une course à faire, mais Gilles est là et Gilles est en Russie depuis 34 ans ou 36 ans, je ne sais plus. Voilà, il a une expérience inégalée et c'est notre père à tous. Merci Gilles d'être présent. Je t'en prie. Peut-être encore quelques témoignages. Gilles, une question peut-être à nos intervenants? Non, j'étais intéressé d'entendre la partie sur le tourisme, puisque ça me concerne en premier chef. En fait, c'est un petit peu la même chose en Russie, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec brutalement 0 client, puisqu'on fait essentiellement du réceptif, qu'on ne sait pas du tout quand ça va pouvoir reprendre. Et donc, c'est un peu l'interrogation pour tout le monde, quoi, de savoir où vont aller les gens. Donc, le trend est le même, c'est-à-dire qu'on va faire du tourisme intérieur. Alors nous, avec la clientèle corporate, enfin pas résidente française expatriée, mais le gouvernement russe souhaite aussi beaucoup développer le tourisme intérieur. Donc, et on n'a aucune nouvelle sur les possibilités d'ouverture de frontières ou non dans les semaines, mois qui viennent. Voilà. Pour le reste, je pense qu'on a déjà parlé, mais là, je reviens justement d'un magasin. J'ai trouvé que bon, les gens avaient des masques et des gants, mais globalement, c'est quand même pas très très respecté. Et il y a des embouteillages partout, donc le confinement est pas d'une violence extraordinaire quand même. Voilà. Mais éventuellement, s'il n'y a pas de questions, enfin pour le moment, on peut dire encore un peu de temps. Moi, j'ai une question peut-être pour les participants, enfin ceux qui sont concernés. Je serais intéressé de savoir si, donc parmi ceux qui sont là, et je les remercie, ils sont en nombre, il y a des sociétés qui font des affaires avec le Japon, qui ont courant d'affaires, voilà, et d'avoir un peu leur témoignage aussi, comment ils gèrent cette situation entre la Russie et le Japon. Donc, tous les participants concernés, n'hésitez pas à brancher vos micros, vous pouvez témoigner. Et je tenais aussi à saluer la présence de nos amis de Japan Business Club, Fujita-san, qui nous rejoint aujourd'hui. Je crois que Fujita-san nous écoute en russe plutôt qu'en français. Donc voilà, s'il y a d'autres questions. J'avais peut-être une remarque aussi par rapport, on en a beaucoup parlé. Nicolas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises françaises qui fassent voilà. du commerce avec le Japon, parce que Moscou est loin du Japon et qu'elles sont essentiellement à Moscou. Et c'est malheureux, quand tu es venu à Vladivostok et que nous t'avons vu dans un premier temps à Vladivostok, on s'était dit qu'il faudrait effectivement voir quelles sont les entreprises françaises à Vladivostok qui pourraient exporter vers le Japon. On n'en voit pas beaucoup, malheureusement. Oh ben, je prends ça de manière très positive, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel énorme. On peut augmenter de 100% très facilement. Absolument. Et d'ailleurs, enfin, je peux en profiter pour dire qu'on avait en projet, et on l'a toujours, on verra si les conditions le permettent, d'organiser une mission donc sur le Forum économique Eastern à Vladivostok, peut-être 2020 ou sinon 2021, en tout cas dès qu'on le pourra, avec les frontières se réouvriront.
Parce que j'avais été quand même, moi, c'est vrai, c'est tout bête, mais assez frappé par la proximité de nos pays. Enfin, c'est Tokyo-Vladivostok, c'est 2 heures d'avion maximum, 1 heure et demie. Oui, c'est 1 heure et demie, je crois. C'est à Une peu heure et près. demie sans décalage horaire. Alors bon, de Moscou, c'est un peu plus loin, mais voilà, on oublie là, qu'on est 2 pays proches de par l'histoire, et il y a certainement pour les entreprises adhérentes de la Chambre de commerce française de Russie qui ont des activités dans le grand Est russe, je ne sais pas comment on dit, eh ben, il y a probablement des passerelles à établir avec le Japon, et on serait ravis d'en parler ensemble. Mais tu as bien raison. On aurait certainement des opportunités. On va essayer d'en identifier parce que je pense que, en plus, il y a beaucoup de moyens de locomotion entre l'Extrême-Orient et le Japon. Donc, que ce soit par bateau, par avion, c'est très facile à mettre en place. Donc, il faut absolument qu'on développe ce courant d'affaires. Lydia? Donc, voilà, en reprenant sur la consommation, merci Nicolas, c'est très intéressant sur les 10-12%. Justement, on organise demain un webinaire avec Boston Consulting Group, Auchan Russie et Leroy Merlin Russie. On va en parler et je crois que j'utiliserai ce pourcentage qui est en effet très élevé pour un pays aussi traditionnel que le Japon. Donc, on verra demain ce qu'en est de la Russie, mais Emmanuel, effectivement, il a raison concernant les ventes en ligne. Peut-être une dernière question. Vous qui êtes déjà de l'autre côté du confinement, en déconfinement, peut-être un mot d'encouragement à nous qui allons sortir, on l'espère bien. La vie, elle sera peut-être un petit peu différente, mais ce sera quand même une vie presque comme avant. Qu'est-ce que vous en dites pour clôturer notre discussion? Alors, Bernard? Oui, je vais commencer. Moi, je suis naturel optimiste. Nicolas me connaît bien, donc je pense que bien sûr on va s'en sortir et on a une capacité d'adaptation, les individus, les humains, qui est extraordinaire. Donc on va s'adapter. Quel va être le besoin d'adaptation à ce nouveau contexte? Rappelez quand même que ces pandémies, c'est pas nouveau. On en a connu d'autres. Elles n'étaient pas exactement les mêmes, mais je me rappelle H1N1 en 2009. Ça n'a pas fait autant d'impact médiatique, ça n'a d'ailleurs pas créé les mêmes incidents économiques, les mêmes problèmes économiques, et on est quand même passé au travers. Aujourd'hui, plus personne ne se rappelle vraiment H1N1. Bon, donc je crois que si on se projette dans 12 mois, 18 mois, il y aura peut-être eu des redémarrages, peut-être de l'épidémie, mais de toute façon, il y a tellement de mesures maintenant qui sont en place. Peut-être qu'on verra un vaccin fonctionner. Je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas commenter trop là-dessus. Moi, je crois que on vit avec les virus, on apprendra à vivre avec celui-là comme on a vécu avec les autres. Et je pense qu'il faut que la vie économique reprenne avec un certain nombre peut-être de conditions nouvelles pour fonctionner de manière en safety. Et voilà, et ça va redémarrer. Donc, moi, je pense qu'il faut se préparer à redémarrer. Et je voudrais insister là-dessus, c'est mon point de vue d'industriel, c'est que il faut produire, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans des économies, on le voit, on a parlé de ces plans massifs de relance pour les entreprises, pour les particuliers, et beaucoup thésaurisent, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui est donné, prêté, et que les gens ne veulent ni utiliser, voire pour l'avenir, parce qu'il y a de l'inquiétude. Donc on sait bien qu'en économie, le facteur d'inquiétude, c'est clé pour le redémarrage. Et donc, je pense qu'on surpassera les deux, à condition qu'on soit capable de redémarrer la production, la consommation, bien sûr, amener les consommateurs après en confiance à reconsommer. Et on va y arriver. Je suis bien d'accord avec vous. Il y a un proverbe russe qui dit qu'un pessimiste est un optimiste bien informé. Donc, j'espère que vous avez raison, effectivement, de partager votre optimisme, en tout cas sur la relance de l'économie. Alors, peut-être
je vais peut-être laisser la parole à Jean-François, pardon. Jean-François, un petit mot pour encourager nos amis russes. Oui, alors, je sais pas si ça va les encourager ou pas. En fait, au Japon, c'est un peu délicat parce qu'on n'est pas vraiment sorti complètement de la crise, donc on ne peut pas donner l'expérience japonaise de la sortie de crise. On est encore dedans, il y a des rebonds. Donc après, c'est juste un ressenti. Je suis un peu comme Bernard, c'est-à-dire on est optimiste. De toute façon, on n'a pas tellement le choix. On est en face de quelque chose pour lequel on n'a pas vraiment de prise. Ce qui est délicat, c'est pour toutes les sociétés qui étaient déjà un petit peu fragiles avant la crise de Covid et qui n'ont pas beaucoup de cash. Voilà, ils risquent d'avoir beaucoup de casse et beaucoup de faillites pour ces sociétés, que ce soit au Japon, en Europe ou en Russie. Les autres, je pense qu'il n'y a pas de problème, parce que d'ici un an et demi, effectivement, la vie va reprendre et tout va repartir. Et en fait, on a une capacité d'oubli assez importante et je pense que tout le monde va l'oublier assez rapidement, mais effectivement, pour certaines sociétés, ça va être difficile. Après la sortie de crise, on verra. Je pense qu'on va la vivre, j'espère, pendant le mois de juin, juillet et août, pendant cet été, et qu'on pourra bien redémarrer une fois à partir du mois d'août ou mois de septembre. Ouais. Ophélia, tu veux dire un petit mot? Oui, donc par rapport à la reprise, aujourd'hui, elle se fait timidement, mais le Japon est un pays qui est très habitué à tout ce qui est force majeure, hein, avec les typhons, les tremblements de terre, etc. C'est un pays qui a une résilience incroyable et donc une capacité d'absorber les chocs très importante par rapport à tout autre pays. Donc aujourd'hui, les Japonais redémarrent doucement, mais je pense qu'ils sont assez optimistes. Et effectivement, je rejoins ce que disait Bernard et Jean-François. Je pense que voilà, c'est un nouveau monde, mais pas si nouveau que ça en fait. Ça va reprendre quand les frontières se réouvriront, on l'espère rapidement, mais rien n'est encore fait. Et on a vu que la société japonaise, comme toutes les autres sociétés, a montré des capacités d'adaptation. On en a parlé dans le travail, dans la vie quotidienne. Donc, assez positif sur le sujet. Voilà, donc bon, je vais être aussi encourageant comme Bernard, Jean-François et Ophélia. Les prédictions sur 2020, selon les instituts, vont de moins 5 à moins 8. On va dire, bon, la moyenne est à moins 6% de récession, donc c'est une forte récession, mais moindre, par exemple, que ce qui est annoncé en France, malheureusement, enfin malheureusement pour notre pays, avec un rebond à peu près équivalent, voire supérieur en 2021, des chiffres aussi qui vont entre 5 et 7%. Donc voilà, on peut espérer regagner ce qu'on va perdre cette année. Donc tout ça va générer effectivement des opportunités. Pour Emmanuel nous a donc gratifié d'une citation russe. Au Japon, il y a vous savez, les idéogrammes. Et l'idéogramme crise, en fait, contient l'idéogramme opportunité. Donc voilà, les Japonais voient en toute crise une source d'opportunité, comme ça a été dit historiquement. Donc on le voit plutôt de cette manière-là pour voilà, s'améliorer et prendre le bon qu'il y a dans ces affaires. Voilà, donc écoutez, on est ravis en tout cas de pouvoir continuer à échanger sur les opportunités entre la Russie et le Japon. Voilà, et j'espère pouvoir organiser ce type d'événement dans un autre contexte, peut-être se voir à Vladivostok quand on pourra le faire. Et peut-être en conclusion, vous indiquez on a beaucoup d'événements, comme vous le faites vous en Russie aussi, on vous suit, vous êtes très actif avec cette magnifique chambre de commerce française en Russie et Lydia. On a un événement important à Tokyo qui aura lieu le 18 novembre. Donc je vais juste le mentionner. On appelle ça le sommet des affaires. Et cette année, il portera sur le thème des opportunités de croissance en Afrique et en Indo-Pacifique. Donc ce sera un sommet très international. Voilà, donc on ne sait jamais si c'est pour vous un sujet d'intérêt. Il y a des entreprises russes qui ont
des dimensions voilà, qui sortent des frontières. Voilà, c'est peut-être un moment intéressant pour venir rencontrer des partenaires à cette occasion. Voilà. Et sinon, si malheureusement on était toujours soumis à des contraintes de transport, de déplacement, on organiserait probablement des sessions en visioconférence. Donc voilà, on verra avec Lydia pour voir des possibilités de retransmission des ateliers si voilà, les déplacements, on se rend compte, sont difficiles. Voilà, donc je voudrais vraiment remercier voilà, cette initiative de la Chambre de commerce française russe, Lydia qui a très très bien préparé et le nombre de participants important, on en est ravis, ça prouve qu'il y a beaucoup de choses à partager. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions après l'événement, à les communiquer à la Chambre française en Russie. On sera ravis de vous apporter les informations, les contacts, tout ce qui peut vous être utile dans la bonne marche de vos affaires. Et puis, voilà, merci encore bien sûr à Emmanuel, président voilà, très actif de cette belle chambre donc pour piloter tout ça, et son directeur, Pavel, que tu salueras pour nous. Non, mais Nicolas, c'est nous qui te remercions et qui vous remercions tous d'ailleurs pour les excellentes présentations que vous nous avez faites, qui étaient très intéressantes, qui nous a permis de mieux comprendre d'abord le Japon et surtout de ce que vous avez fait, enfin, de ce que vous vivez et de ce que le gouvernement japonais a fait. On a bien noté la date du 18 novembre, on est très axé sur l'Afrique en ce moment. Et il y a un certain nombre d'entreprises russes, bien évidemment, qui sont axées sur l'Asie. Donc, envoyez-nous des informations sur ce forum et nous, on va regarder ce qu'on peut faire avec vous. J'espère que les moyens de communication, effectivement, ont repris, qu'éventuellement, on pourrait aller sur place. Et on vous attend à Moscou tous, parce qu'on sera ravis d'accueillir la CCI France-Japon à Moscou, qui est aussi à découvrir. Et avec lequel je pense qu'on va essayer de voir si on ne peut pas développer des choses, enfin avec les entreprises françaises en Russie qui pourraient se développer vers le Japon aussi. Voilà. Et merci infiniment à vous tous. Merci Lydia aussi. Et merci à Gilles et Arnaud Benoît, que je vois, notre second vice-président, qui s'est connecté un peu plus tardivement, mais merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre écoute. Merci. Spasiba. De nouvelles opportunités. Merci beaucoup. Excellente journée. Bonne soirée. Au revoir. Denis. Merci. Au revoir. Au revoir Nicolas, merci. Au revoir. Au revoir Emmanuel.